du Ségur de la santé, une grande concertation engagée pour tirer les leçons de la crise du Covid-19 en termes de pilotage de l'offre de soins, de politique d'établissement, de reconnaissance des personnels hospitaliers. L'ambition est forte, on le sait, l'exercice est périlleux aussi. Et nous allons voir ensemble, durant cette heure et demie, ce que l'on peut attendre, ce que l'on peut aussi revendiquer dans cet exercice de concertation pour ne pas en faire une occasion ratée de plus, pour bien en faire une opportunité de faire évoluer et les politiques et les pratiques en s'appuyant sur les énergies de ces mois de mobilisation. Ce débat que nous organisons aujourd'hui complète une grande plateforme contributive mise en place par le 5A pour faire remonter les propositions des acteurs de terrain. Vous pourrez d'ailleurs, tout au long de cette année et demie que nous allons faire ensemble, nous laisser vos commentaires, vos questions sur la page YouTube de ce débat et je les prendrai, je les relayerai aux différents intervenants que je vais vous présenter maintenant. Ils sont ici avec nous normalement connectés avec les joies des réseaux Internet. Normalement, nous avons avec nous Corinne Krenker. Est-ce que vous êtes là, Corinne Krenker? Alors, pour l'instant, par téléphone, mais c'est très bien, c'est très bien. Vous êtes directrice générale du groupe hospitalier de la région Mulhouse-Sud Alsace, un établissement qui a été monté aux avant-postes, au cœur de la vague, un nombre record de cas et fait la une de la presse avec les transferts de patients, avec l'implantation de l'hôpital. Vous avez été aux commandes de l'établissement durant cette période et vous serez notre grand témoin pour nous raconter ce qu'a été le vécu de cette crise. Et on vous voit maintenant, vous êtes avec bonjour avec la voix et avec l'image. Bonjour. Vous êtes avec nous et merci beaucoup d'être là parce que il faut le dire aussi à nos auditeurs, si on peut le dire. C'est vous vous joignez à nous alors que c'est votre première semaine de vacances. Après ces mois vraiment difficiles, donc une semaine bien méritée et c'est une grande chance de vous avoir avec nous et de nous accorder un peu de temps durant cette période de repos. Eve Guillaume est aussi avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bon, vous avez pris alors vous votre premier poste de directrice le 1er janvier, c'est aux commandes d'un EHPAD qui s'appelle Lumière d'automne, joli nom, à Saint-Ouen, et qui évidemment quelques mois après s'est retrouvé au cœur de la vague en 2 mois, autant de décès que durant l'année entière, jusqu'à 70% d'absentéisme des personnels liés évidemment à la maladie. Vous avez durant ces mois tenu une chronique de votre vie de directrice d'EHPAD en pleine tempête. On peut d'ailleurs encore la trouver en ligne. Vous nous ferez l'écho aussi de votre vécu de cette crise et des leçons que l'on peut en tirer pour le Ségur sur la meilleure reconnaissance, sur le meilleur accompagnement du secteur médico-social et des EHPAD, bien évidemment. Cathy Leroy est avec nous aussi. Bonjour Cathy Leroy. Cathy Leroy. Ah. Est-ce que Cathy Leroy est avec nous? Cathy Leroy apparemment, il y a un problème de connexion avec Blois, avec le CH de Blois, mais bon, on va y arriver. Cathy Leroy est avec nous? Non? Non. On reviendra à elle tout à l'heure. Est-ce que Bernard Dupont est avec nous? Bernard Dupont non plus. Alors il y a Eve Guillaume qui est avec nous. Et, on est très francilien. Et Francis Leburg est avec nous, je le vois à l'image. Bonjour Fabrice Leburg. Vous êtes avec nous, Fabrice Leburg, directeur général du CH du centre hospitalier de Saintes, dans les belles Charentes-Maritimes, établissement support d'un GHT à dimension humaine, comme on dit. Vous nous apporterez aussi votre regard sur les enjeux de ce Ségur de la santé qui est en cours et qui va poser des questions essentielles, notamment sur la refonte des GHT, sur aussi la remise à plat des modes de financement, et c'est des sujets que vous connaissez, que vous vivez et que vous suivez bien, et on pourra en parler tout à l'heure. Donc il nous manque, je crois, en termes de connexion, Cathy Leroy qui va se joindre à nous et Bernard Dupont.
On les récupérera quand ils nous rejoindront au fil des échanges. Je pense que ça sera dans pas longtemps. Je voudrais qu'on commence tout de suite pour nos auditeurs connectés et commencer en allant, je dirais, au cœur de la crise, au cœur de la vague, avec votre témoignage exceptionnel. Je le disais vraiment, Corinne Krenker, c'est une chance que de vous avoir et vraiment merci de nous donner un peu de temps pendant cette semaine de vacances ô combien méritée. Avant qu'on commence à en parler, j'ai envie de vous demander très simplement comment allez-vous, comment vous sentez-vous aujourd'hui après ces mois de crise? Oh, bah, globalement, ça va bien. On est peut-être un petit peu fatigué par rapport à cette charge de travail non-stop pendant 2 mois et demi quand même. Mais ça va. On va essayer de se remettre dans le bain et de reprendre une activité à peu près normale parce que la vie après le Covid, d'ailleurs, je dis après, on n'aurait pas dire après parce qu'on n'est pas encore sorti nous complètement de cette histoire. Mais revenir à la vie normale entre guillemets est un petit peu compliqué. Parce que l'aventure a été assez exceptionnelle et que du coup, reprendre le rythme et reprendre un certain nombre de rencontres, de réunions, de méthodes de travail est un peu laborieux compte tenu de l'état d'esprit et de la fatigue générale dans les équipes. Mais ça va, Alors, on va pas se plaindre. on va parler de cette aventure exceptionnelle justement qui a été vécue avec quelques chiffres qui en témoignent jusqu'à 1800 appels par jour au SAMU sur la période. Évidemment, des lits de réanimation démultipliés, des transferts de patients par train, par hélicoptère, un hôpital de campagne militaire de campagne qui a été amené. On a quelques images, je ne sais pas si on peut les avoir, quelques photos qui racontent un petit peu sorte de petit portfolio très rapide. On va pas forcément les commenter, mais c'est intéressant de les voir parce qu'elles montrent vraiment par l'image ce qu'a été cette aventure exceptionnelle de soignants, de patients, de militaires aussi qui ont été là, d'acteurs du territoire qui sont tous mobilisés. Elles vont arriver. Avant toute chose, quand est-ce que vous avez finalement vraiment pris conscience de l'amplitude de la vague et qu'est-ce qui vous a le plus surpris, je dirais, dans les cas que vous avez eu à gérer et dans leurs particularités et spécificités? Ah bah, pour ce qui nous concerne à Mulhouse, je dirais tout fin février, autour de la semaine du 20-24 février, les situations ont commencé à nous interpeller avec effectivement une augmentation progressive du nombre d'appels. Alors on surveillait comme beaucoup de SAMU les établissements, les patients pardon, venant de pays dits à risque, la Chine évidemment, l'Italie. Donc c'est ça qu'on surveillait de près et en fait à surveiller de près ce qui se passait loin. On n'a pas vu ce qui arrivait juste à côté de chez nous puisque le gros cluster était sur Mulhouse. Suite à ce rassemblement évangélique de près de 2000 personnes, 300 enfants, que nous ne connaissions pas, en fait, on ne savait pas. Donc on a vu une augmentation progressive du nombre d'appels, des gens paniqués, inquiets, préoccupés, des symptômes au départ plutôt classiques, ce qu'on décrivait du Covid, et puis une deuxième vague d'appels début février, avec là pour le coup des choses beaucoup plus violentes et des besoins et des besoins d'hospitalisation, des besoins de consultation, des besoins de prélèvement, d'identification d'un diagnostic. Donc, ouais, fin février, tout début mars, début de l'histoire pour nous. Vous avez un beau transfert sanitaire autour du 16 mars, je pense. Il y a eu à partir de cette fin février la vague qui est arrivée et puis l'adaptation qui a été très rapide de votre établissement, de vos équipes. Fin février, c'est le premier centre de prélèvement qui est mis en place. On est à peu près vers le 24 février. Le 3 mars, vous commencez à lancer des formations, vous commencez à installer les premières unités Covid mises en place. Le 7 mars, c'est le plan blanc qui est déclenché. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Ça va être en effet les transferts, ça va être l'hôpital militaire et ça va être la démultiplication jusqu'à 300 de prélèvements, jusqu'à 6 unités, 6 à 7 unités Covid qui vont être mises en place sur votre établissement. A-t-il été difficile, je dirais, de chambouler autant, aussi précipitamment les environnements de travail des personnels et comment est-ce que vous avez tout au long de cette période-là aussi organisé le soutien à vos équipes? Parce qu'il faut les mobiliser, mais il faut aussi qu'elles tiennent.
Bah, alors est-ce que ça a été difficile? J'allais dire, on n'a pas trop eu le temps de se poser la question si c'était difficile. Je crois que ce qui a poussé tout le monde, c'est la nécessité d'agir très, très rapidement et je dois reconnaître que la mobilisation de l'ensemble de nos établissements a été immédiate avec 2 fronts puisque, la première ligne était celle sur le centre de Mulhouse, le centre névralgique où nous avons nos plateaux techniques, où nous avons monté le centre de prélèvement très rapidement, où nous avons nos services de réanimation, nos services d'urgence principal. Et puis ensuite, voilà, des belles photos de Morphée. Et ensuite, les deuxièmes lignes qui ont été atteintes, les deuxièmes lignes, parce que le groupe hospitalier Mulhouse Sud Alsace est en fait un groupement qui regroupe 9 centres différents et 9 établissements différents. La première cible, c'est transformer l'hôpital de Mulhouse, puisque au cœur de l'action est sur la proximité, préserver nos sites extérieurs pour pouvoir accueillir des patients qui n'étaient pas atteints de Covid, donc avoir une deuxième ligne qui soit préservée. Bon, on a tenu 15 jours à peu près et puis effectivement le nombre de patients nous a amené à transformer les unités Covid sur l'ensemble de nos sites. Alors, est-ce que c'était compliqué? Oui, c'était compliqué parce qu'il a fallu monter de toutes pièces un certain nombre d'unités, un centre de prélèvement, des services de réanimation qui ne se trouvaient pas dans la configuration réanimation, bien entendu au départ. Donc ce qui a été compliqué, j'allais dire, c'est l'organisation matérielle. Ce qui a été, je dirais, paradoxalement beaucoup moins compliqué, c'est d'emporter des équipes avec nous. Ça a été une formidable aventure humaine aussi, hein, je dois dire, malgré le fait qu'elle a été dramatique pour beaucoup de patients et de familles. Nous, on a été portés par la puissance de nos équipes, leur capacité à chambouler leurs organisations, à aller travailler dans des environnements de travail qui n'étaient pas les leurs, à déprogrammer des activités, à se mettre au service de patients atteints de Covid dans une période où je voudrais juste rappeler, on ne savait pas ce qu'était ce virus, on ne le connaissait pas, on n'avait pas du tout d'idée de la violence assez inouïe qui est décrite souvent par les patients, mais surtout décrite par les professionnels. Donc, je dirais une grosse inquiétude des professionnels, mais malgré tout des gens sur le terrain, sur le front, c'est le terme qu'on utilise, mais il est juste pour nous. Ça a été vraiment sur le front, H24, tous les jours de la semaine. Alors, Donc sur le compliqué front, techniquement, humainement, moins. alors, sur le front, ils ont été, mais ils ont été aussi soutenus, je dirais à l'arrière, et vous avez mis en place, alors en effet, des services de psychologues qui ont pu d'écoute, qui ont pu avec des maraudes dans les services pour, recueillir un peu la parole parce qu'en effet, ils vivent, des situations compliquées, dramatiques, traumatisantes, avec des hormones et des cadences qui deviennent vite assez infernales. Donc il faut qu'ils aient un support et un support, un soutien. Il y a eu ces maraudes, il y a eu ces accompagnements de psychologues, et puis vous avez même mis en place, et c'est assez important, une unité particulière que vous allez d'ailleurs, je crois, pérenniser autour du bien-être. En quoi le bien-être a été un axe, un élément très important finalement dans la gestion de cette crise? Bah, en fait, on a eu des signaux d'alerte assez vite sur la difficulté de nos soignants, médecins ou infirmières, aides-soignantes, à être confrontés à la rapidité des prises en charge, au gros turnover de patients et malgré tout aussi à la rapidité de la dégradation de l'état de santé de nos patients et bien sûr aussi les décès puisque nous en avons, comme beaucoup d'hôpitaux enregistrés. Et ça, c'était des sujets effectivement de gros stress psychologique pour nos professionnels. Là-dessus se rajoutait la charge de travail, la mobilisation des patients, puisqu'on a eu jusqu'à 62 lits de réanimation avec des patients extrêmement lourds qu'il fallait mobiliser, position ventrale, ce qui n'est pas banal. Et donc là aussi, beaucoup de problématiques, je dirais mécaniques, de charges physiques qui nous ont amenés effectivement à accompagner nos équipes également sur le plan corporel, donc avec des soins de kiné, d'ostéopathie, de réflexologie. Donc en fait, on a à la fois monté les maraudes pour permettre à des psychologues de l'établissement, des services de psychiatrie, mais également de la CUMP du Haut-Rhin, d'aller sur le terrain, de rencontrer les équipes, de leur permettre de s'exprimer sur le lieu de travail parce qu'elles n'avaient pas forcément le temps de se déplacer et d'aller sur notre espace ressources. Et puis, on a effectivement créé une unité qu'on appelle une unité de soutien et de ressources à nos professionnels, qui est un espace qui leur est réservé
sur rendez-vous où ils peuvent rencontrer à leur demande des psychologues, bien sûr, mais également des ostéopathes, des kinés, tout type de profession qui vient apporter un soulagement, je dirais, à l'expression physique d'un malaise, à des blocages physiques, mais également dans un second temps à l'expression plus psychologique de ces détresses-là. Le corps parle d'abord et la tête se libère un petit peu après, et on est dans cette phase-là aujourd'hui. Il y a eu bien évidemment, et on l'a vu dans les médias, ce phénomène exceptionnel qui a été à la fois l'arrivée d'un hôpital militaire de campagne et puis les transferts morphés par TGV, par voie aérienne qui se sont produits. On ne va pas revenir sur le détail, hein, et on a vu des images circuler. En tant que directrice générale, qu'est-ce qui est le plus complexe à gérer dans de telles opérations qui sont véritablement inédites? Bah, je dirais la première chose, c'est de voir arriver des gens d'extérieur pour vous accompagner dans cette organisation, et je dois dire que pour un chef d'établissement, c'est extrêmement surprenant de voir arriver un hôpital militaire, des évacuations de masse, la mobilisation de l'armée, de la protection civile. Donc ça, c'est le côté un peu surréaliste quand on est responsable d'un hôpital. La deuxième chose, c'est toute l'organisation logistique qu'il faut mettre en place avec les équipes, arriver à organiser ces transferts sanitaires, emmener des patients vers un aéroport, même s'il n'est pas loin, c'est organiser des norias d'ambulance. Ça, c'est très impressionnant. On va faire en sorte que tout soit là en temps et en heure pour pouvoir décoller. Être dans une très grosse incertitude, toujours sur le type de patient qu'on peut transporter, parce que je le redis, nos patients se dégradaient parfois dans 2-3 heures. Donc, il n'a pas été rare de voir des patients enregistrés sur des listes de transfert, soit par TGV, soit par avion. Vous avez cité des opérations Morphée qu'on a eues. Et puis, au moment de faire le convoyage, ben, plus possible parce que le patient s'était dégradé et qu'il n'était plus mobilisable. Donc, rechanger, redemander aux équipes de réanimation de reconditionner un autre patient. En fait, c'est très compliqué parce qu'on est des patients extrêmement fragiles qui sont entourés d'un équipement impressionnant en volume et en technicité. Et donc, tout ça, il faut l'organiser, faire en sorte que les équipes soient là en temps et en heure, que les avions puissent partir et qu'on ne perde personne en cours de route. Donc, c'est techniquement lourd, lourd pour les soignants, lourd pour la logistique, savoir pas partir, savoir où vont aller les patients. C'est des zones d'incertitude en plus de la fragilité des malades. Alors, il y a évidemment eu pendant toute cette période, on le sait, on l'a vu, des manques de matériel, des manques de masques, de respirateurs, euh, auxquels il a fallu pallier. Ça a été compliqué en plus de ça dans votre région, comme elle a été en partie fermée, l'approvisionnement a été ralenti, donc ça, ce qui a en plus de ça vous pénalisé. Des initiatives se sont mises en place. Au-delà de ces manques de matériel, quelles ont été les principales entraves et les manques de soutien les plus sensibles que vous avez eus pour conduire la gestion de crise, je dirais, de cette opération-là? Bah, je dirais en fait au départ c'était surtout bon des sujets comme vous l'avez évoqué de problématiques de matériel. Ensuite on a été dans la difficulté de savoir où se trouvaient nos lits disponibles de réanimation. Ça a mis un petit peu de temps à se monter. Ensuite on a eu toute l'organisation régionale, infrarégionale, suprarégionale, le travail avec la cellule de crise nationale, le lien avec nos différents ministères, plus des problèmes de coordination, de retour d'informations, de circuits qui étaient probablement un petit peu complexes à mettre en place et à roder, de la lisibilité aussi, de l'anticipation qui ont parfois été difficiles, des changements de cap, notamment sur les transferts, le fait de penser que nos patients pouvaient partir et puis finalement pour des raisons diverses et variées, ils ne pouvaient pas repartir. Donc c'est plutôt de la, ouais, on va dire de la coordination, de l'anticipation, beaucoup d'anticipation. On a été beaucoup, alors comme dans toute cette crise, dans la rapidité, dans parfois la précipitation. Or, ces organisations-là, elles ne supportent pas nécessairement de la précipitation compte tenu du type d'organisation et de problématiques que nous avions avec des patients, encore une fois, extrêmement lourds et fragiles à mobiliser. Donc voilà, lisibilité, anticipation. Alors, est-ce que le problème il est spécifique à Mulhouse? Probablement parce qu'on était dans une, enfin probablement en partie on va dire, parce que nous étions quand même
je dirais, dans l'œil du cyclone avec un volume très important. Donc, l'anticipation, probablement oui, mais pas que de l'anticipation non plus possible dans ces circonstances-là. Et d'ailleurs, vous m'avez dit qu'il y avait, des formulaires qui revenaient à remplir aussi, des enquêtes, des choses. C'est vrai. C'est-à-dire que les irritants réglementaires sont vite revenus et réapparus manger un peu de temps, qui était pour la à ce moment-là, pas très disponible, j'imagine, hein? C'est vrai que c'est un peu contrariant de voir, alors on peut comprendre la logique de l'état des lieux, enfin voilà, des questionnaires, et la volonté d'aider au mieux les établissements, mais c'est vrai que quand on est, je dirais, au cœur de l'action, c'est des facteurs un peu irritatifs que de devoir remplir un certain nombre de demandes en pleine crise. Alors bon, chacun son métier. On est en train d'écrire le temps de l'après, sinon le monde de l'après, au moins le temps de l'après. Et ce temps de l'après, il s'écrit avec ce Ségur de la santé où on parle, on tire les leçons de la crise du Covid-19, mais on parle de manière beaucoup plus élargie des enjeux d'offre de soins, de politique d'établissement, de reconnaissance des personnels, etc. Mmh. Vu de l'œil du cyclone, comment est-ce que vous voyez et jugez, je dirais, l'opportunité d'un tel événement et les risques aussi qui y sont associés? Bah, l'opportunité, je dirais, c'est de poursuivre, la réflexion sur l'évolution, du fonctionnement, du rôle de l'hôpital public, mais je dirais plus largement du système de santé, dans la mesure où là, on a été vraiment, confrontés dans cette crise à tous ces sujets de coordination, d'anticipation, d'adaptation des établissements, de coopération entre nos établissements sur des territoires, mais au-delà du territoire, sur une grande région, par exemple pour la nôtre, mais qui touche la France tout entière. Donc des sujets, ouais, je dirais, d'anticipation des crises, de mobilisation des établissements, de moyens. Parce qu'il est vrai que la question des moyens se pose, alors pas simplement des tenues de protection des EPI, mais d'une manière générale de l'organisation de nos hôpitaux aujourd'hui, dans des périodes épidémiques qui peuvent revenir. Moi, très clairement, je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts, dans nos architectures, dans nos organisations, même dans la concentration ou dans le regroupement de moyens à faire face à des crises de ce type-là. Je crois qu'il faut essayer d'anticiper et de voir comment entre nous, établissements publics, mais également avec nos collègues du privé qu'on a pu mobiliser heureusement sur le site mulhousien et d'une manière générale sur le Haut-Rhin. Comment on peut travailler mieux ensemble et compléter notre offre de soins, bon, dans des logiques qui fonctionnent en période de crise, mais qui, je pense, en temps ordinaire, entre guillemets, vont avoir du mal à trouver la même résonance parce que bah, on est dans un système qui est extrêmement concurrentiel et dans un modèle tarifaire qui se prête pas nécessairement à la coopération pour des raisons évidentes de ressources financières et de recettes. Est-ce que ce Ségur de la santé, il va avoir ses 4 grands piliers et puis il a déjà un catalogue de sujets, de revendications, de mesures annoncées dans plein de domaines différents. Du vécu de la crise que vous avez, s'il y avait, je dirais 1, 2 mesures que vous aimeriez peut-être voir, émerger assez concrètement, ça serait, autour de quels axes, sur quels thèmes? Qui seraient vraiment les leçons de la crise? L'organisation territoriale probablement, donc le sujet des coopérations, du fonctionnement, du système de santé, aujourd'hui. La place de chacun dans ce système de santé en temps de crise, mais pas que en temps de crise. Moi, je crois qu'on a quand même des sujets de fond à régler sur la place des uns et des autres. La coopération avec les établissements médico-sociaux, qui, en tout cas pour ce qui concerne le groupe hospitalier que je dirige, ont été extrêmement mobilisés. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que la vague a atteint également beaucoup les EHPAD. Et là, on est rentré évidemment de front dans des sujets de moyens, parce qu'aujourd'hui, il faut le redire, que les moyens sont contingentés dans les EHPAD pour les raisons de financement, pour les raisons de système de financement aussi de ces EHPAD. Et ben, très clairement, les ressources ont été très largement insuffisantes pour faire face à cette charge de travail. Et heureusement que nous avons pu bénéficier des aides extérieures, de l'aide de la réserve sanitaire qui a été très présente,
de l'aide de beaucoup de volontaires qui sont venus de France entière et on les remercie parce que c'est vrai que ça nous a beaucoup dépanné pour accompagner, alors à la fois sur l'hôpital mais également sur les EHPAD, nos propres équipes dans une période où toutes les bonnes volontés, les mains, les bras, les jambes étaient les bienvenus. Donc ça met en fait en exergue aussi cette question-là, quels moyens veut-on donner à notre système de santé, jusqu'où est-on prêt finalement à mobiliser des ressources matérielles, mais surtout des ressources humaines. Anticiper des crises, c'est accepter qu'à certains moments, ces ressources ne soient pas pleinement utilisées. Alors ça a un coût, ce sont des choix de société, ce sont des choix de financement. Où mettons le curseur, jusqu'où est-on prêt à investir, peut-être parfois à fond perdu, en tout cas pas directement je veux dire rentable au sens de la T2A. Toutes ces questions-là, pour moi, sont posées. Alors, est-ce que c'est le moment de le faire tout de suite dans une crise qui n'est pas encore finie? Ça, c'est des questions que je me pose, que d'autres se posent probablement, parce que c'est vrai que poser la question de l'avenir du système de santé de l'hôpital public, c'était un engagement du président de la République à Mulhouse. Enfin, je peux en attester, puisque ça a été fait en pleine crise au moment où l'hôpital militaire a été monté. Après, il ne faudrait pas que ça soit une occasion ratée parce qu'on veut faire vite, parce qu'on veut faire rapidement, parce on écoute tout le monde et que on le voit bien aujourd'hui dans les discussions, les positions sont multiples, parfois contradictoires, parfois antinomiques, parfois, je dirais, des faux débats sur la gouvernance. Bon, je ne sais pas si c'est le sujet prioritaire à l'hôpital aujourd'hui. Moi, je pense qu'on a des sujets de fond à traiter. Il ne faudrait pas les bâcler parce qu'on veut faire vite au décours d'une crise. Ça, c'est un sentiment personnel, en tout cas. Il est entendu en tout cas. Je voudrais juste prendre en réaction rapide à votre témoignage un de vos collègues et voisins. Alors il est avec nous, je pense plus par téléphone, mais la connexion avec l'image n'est pas trop fait. Bernard Dupont, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Bonjour. Ah, on vous entend bien. Je suppose que vous avez entendu le témoignage Oui, tout à venu fait. de Alors, j'ai Mulhouse. entendu la deuxième partie, puisque j'étais dans les problèmes de vision, mais effectivement, j'entends oui, mais c'est intéressant d'entendre ce témoignage, dans la mesure où finalement, nous avons connu la crise avec un décalage de dizaine de jours. Et ces 8 jours nous ont sans doute été, comment je dirais, tout à fait essentiels, puisqu'ils nous ont permis de nous préparer. Alors, Mulhouse et Nancy sont pas loin. Nous permettent de nous connaître, d'avoir parfois des liens familiaux, des médecins, des soignants, et donc pouvoir transmettre l'information. Mais c'est néanmoins séparé par le bâtiment des Vosges qui explique ces 8 jours. Et ces 8 jours nous ont permis, grâce au témoignage des Alsaciens, donc d'anticiper et finalement de mieux préparer qu'ils ne l'ont été, puisque à Mulhouse, la crise, on a parlé mieux que moi, a été violente de plein fouet. Donc, c'est un élément important et nous a permis finalement d'être toujours avec un train d'avance par rapport à la montée de ce qui a été précieux. Alors, autrement, on a connu les mêmes difficultés d'augmentation capacitaire en réanimation, la transformation sur le territoire d'établissement qui ne faisait pas de réanimation en service de réanimation, avec des problèmes de compétences, d'équipement, de partage d'équipement, et puis de leadership. Je crois dans les leçons, peut-être un peu trop de pied, mais le Ségur de l'équipe, le pilotage du territoire me paraît un élément majeur à réfléchir avec les pouvoirs publics, parce que c'est dommage d'avoir pouvoir gérer l'affaire dans l'urgence, alors qu'en anticipant, on aurait peut-être été plus à l'aise. Des actes sur la gestion territoriale de l'affaire. Mais au-delà même de la crise, la gestion territoriale me paraît un sujet majeur, y compris en temps normal. Et c'est bien que la réforme des propriétés du territoire est peut-être au milieu du guet, un peu arrêtée au milieu. Et c'est sans doute quelque chose qui nous a parfois pénalisé. Même si, dans la crise, en forçant un peu le droit, parfois, un peu l'ARS, les collègues aussi, eh bien, on a réussi à dépasser des blocages. Je voudrais juste prendre
en relais, parce que du coup, je vois qu'il y a déjà une question qui nous est venue, et je voudrais vous la poser, Madame Kränker. Elle vient, certains établissements privés à but non lucratif se sont plaints de n'avoir pas été sollicités alors qu'ils étaient préparés. Ça a été le cas en Alsace et il y a eu là-dessus, rejoignant ce que dit d'ailleurs Monsieur Dupont sur les enjeux de coordination territoriale, des difficultés parfois à s'entendre, à se comprendre. Alors nous, on s'est mis en ordre de marche vers la mi-mars avec nos collègues de la clinique en PSPH d'ailleurs. Ce qui nous a beaucoup aidé. Alors c'est vrai qu'au départ, cette coordination territoriale ne s'était pas faite. Moi, je reconnais que, à titre personnel, je suis pas allée solliciter nos collègues, mais pas plus ceux du privé que d'autres établissements, parce qu'on était à s'organiser. Ça, c'est aussi un sujet. C'est est-ce que, au cœur d'une crise, on est en capacité de tout piloter soi-même? Moi, je ne pense pas, parce qu'on ne peut pas, de mon point de vue, on ne peut pas à la fois gérer sa crise interne et en plus faire de l'organisation territoriale. Mais comme le dit Bernard Dupont, ça nous oblige à réfléchir et à anticiper nos organisations territoriales. Et je crois que ça, c'est une grosse leçon à tirer. On a pu effectivement se rencontrer avec nos collègues du privé et nos collègues du public sur le territoire à l'initiative d'ailleurs de l'ARS vers la mi-mars et très très rapidement, je dois le dire, nos collègues se sont eux-mêmes mobilisés en un week-end, un petit peu comme nous, pour déprogrammer toutes leurs activités de chirurgie et puis monter en puissance pour pouvoir accueillir des patients. Là aussi en deuxième ligne, des patients qui n'étaient pas des patients nécessairement de réanimation puisqu'ils en avaient pas, mais des patients Covid comme on en a eu des centaines dans les hôpitaux et ça nous a permis d'aborder, je dirais, nos missions en complémentarité. C'est un enseignement et on s'est dit là il y a pas longtemps puisqu'on est en train de faire nos propres retours d'expérience que c'est une logique territoriale qu'il allait falloir préserver. Alors ça pose la question des GHT, des périmètres des GHT, de qui rentre dans les GHT, le public, le privé. Bon, ça pose plein de questions, mais je dirais que cette crise a aussi révélé qu'on pouvait travailler ensemble, et moi je dirais plus qu'il faut travailler ensemble, mais pour bien travailler ensemble, il faudrait, de mon point de vue toujours, lever aussi quelques, je dirais, inéquités de traitement, de positionnement, bon, des sujets classiques peut-être de position publique-privée, mais moi, je dois admettre et reconnaître et saluer le travail de nos collègues du privé qui sont venus en appui, qui nous ont mis à disposition des personnels, ce qui nous a permis à la fois de dupliquer les unités de réanimation, de créer des unités post-réanimation. C'est vrai que jusqu'à il y a 15 jours maintenant, ces collègues-là, des infirmiers principalement, étaient dans nos murs en appui de nos équipes et ça a été évidemment une aide extrêmement bienvenue. Donc on peut travailler ensemble, oui. Après, jusqu'à quand et jusqu'à où? On va le voir justement parce que nourri de ce témoignage et de ce témoignage du cœur de la crise, et merci encore de nous l'apporter et de le partager avec nous. Je voudrais qu'on rentre dans le dur du Ségur maintenant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ça, comment on construit ce temps de l'après avec, ça a été dit, hein, ce Ségur, c'est ces 4 grands piliers, ces grands ateliers de concertation qui sont engagés avec 80 organisations. Si on voulait, plutôt que de traiter chacun des 4 piliers, je voudrais qu'on regarde un peu les axes avec nos différents intervenants autour de 3 grandes notions qui sont présentes dans ce que vous dites et qui reviennent beaucoup. C'est l'organisation, le pilotage de cette organisation des soins, bien évidemment. C'est la manière d'améliorer la politique des établissements et la manière de la conduire. Et puis la reconnaissance des personnels, bien évidemment, qui est un enjeu central. Vous l'avez dit, vous en avez parlé beaucoup. Une des leçons, c'est comment est-ce qu'on reconstruit et comment est-ce qu'on consolide cette gouvernance territoriale, cette coopération territoriale. Ça a été assez difficile et Bernard Dupont nous le dit bien justement. C'est un enjeu clé que vous avez vécu aussi, avec des difficultés de coopération avec certains établissements au cœur de la crise. À l'avenir, quelles sont pour vous, Bernard Dupont, je dirais les 2 mesures ou la mesure essentielle pour redonner un peu une facilité à cette coordination territoriale qui existe pourtant. Il y a des délégations territoriales de l'ARS qui sont là pour faire échanger les établissements les uns avec les autres. Il y a des GHT, enfin voilà, les structures existent. Qu'est-ce qui manque finalement le plus aujourd'hui? Enfin, comment dire,
les GHT existent, et les ARS aussi. En tout cas, il y a une administration régionale qui est aujourd'hui une administration déconcentrée. La question qu'on peut se poser déjà sur le niveau régional, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une légitimité plus forte à positionner les conseils régionaux en pilotage du système de santé à l'égard de ce qui se fait d'ailleurs dans d'autres régions d'Europe. Ça, c'est une première question qui derrière peut entraîner la question de la responsabilité des élus régionaux, qui aujourd'hui n'ont absolument pas de responsabilité particulière, notamment économique. Et puis, il y a la responsabilité, je dirais, de proximité. La première réforme qui traite de la territorialité des établissements date de 1970. C'est donc pas d'une totale fraîcheur, mais on ne peut pas dire que depuis, les choses aient si considérablement que ça pour progresser. Finalement, chaque établissement, chaque mairie, quelque part, a essayé de conserver un établissement de l'image et sur lequel il a la main, ce qui a considérablement nuit à toutes les complémentarités, les coordinations, au pilotage territorial. Les groupements hospitaliers de territoire, sans personnalité morale, aujourd'hui sont quand même des lieux où on voit l'établissement support faire un prêche pour essayer de traîner, plus souvent de plus ou moins bon gré, les autres établissements dans une action commune. Alors, c'est déjà pénible et peu productif en temps normal. Dans une situation de crise, c'est franchement inquiétant et potentiellement dangereux. Ce qu'on a réussi à faire sur le sud de la Meurthe-et-Moselle et donc le sud de la Lorraine, dans la crise, un peu en tendant le bras à l'Agence régionale de santé, parfois aux collègues, ça a été de mettre en place une coordination des services de réanimation et tout ce qui tournait autour du Covid. Et les bilans qui ont été tirés à l'issue a été quand même très positif, entraînant d'ailleurs parfois le privé avec plus de facilité que le public. Ça, je crois que c'est une leçon sur laquelle on s'appuie pour bâtir. Alors, je sais bien qu'en disant ça, dans une mission pilotée par le Trincas, je suis un peu irritatif par rapport à son de collègues, parce que c'est un peu contre-intuitif pour les fonctions de direction. Mais en termes d'efficacité du système, on ne peut pas faire l'impasse sur cette question-là. La question, par ailleurs, régionale, peut paraître une question aussi importante. On est sur le Grand Est, sur une région qui est immense, et il serait quand même illusoire de penser que la situation de la Champagne-Ardenne, de la région des Ardennes, est identique à celle du Haut-Rhin, économiquement, sociologiquement, les proximités, les paysages, enfin tout est différent. Et aujourd'hui, dire il faut qu'on pilote sur un plan régional, ça repose immédiatement une question d'un rapprochement qui correspond quand même peu ou prou aux autres régions. Et je crois que c'est le président de la région qui évoquait l'utilisation des subdivisions universitaires, c'est-à-dire des anti-régions. Je trouve que là, il y a peut-être une réflexion à mener, et je pense que le conseil régional peut être tout à fait pertinent en pilotage régional d'une politique de santé, y compris avec le volet financier de la politique de santé, ce qui pourrait jouer sur l'investissement, sur des orientations, et avec des déclinaisons qui pourraient être pilotées par des GHT fortes, qui pourraient prendre la place des délégations territoriales actuelles de l'ARS, dont la pertinence n'est pas toujours totalement évidente. Ça me paraît vraiment une réforme importante, qui du reste peut avoir des conséquences intéressantes en termes, non pas de gouvernance, parce que je pense que le sujet, c'est pas tellement la gouvernance, plutôt comme l'a utilisé l'expression du Premier ministre, la notion de management sur la base de projets de territoire, sur lesquels on peut entraîner les équipes médicales, les équipes soignantes, et qui donnent du sens à l'ensemble. Je voudrais qu'on complète ce que vous nous dites là avec aussi le témoignage d'un autre directeur. Si on va en Charente-Maritime avec vous, Fabrice de Burg, vous êtes avec nous. Allô? Oui?
Oui, je suis là. De Saintes, donc j'ai un GHT de Saintes avec cet établissement et avec d'ailleurs aussi des coopérations avec le privé sur la gestion des urgences au sein de votre GHT. Il est vraiment assez innovant en sa matière. On va revenir sur la manière dont les GHT peuvent être mieux pensés pour aider à cette coordination, cette dynamique territoriale dont parle Bernard Dupont. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui déjà sur le repositionnement des ARS au sein des conseils régionaux? Et est-ce que pour vous, une des leçons de la crise, c'est le redimensionnement de ces ARS et de leur périmètre? Par rapport à ce que disait Bernard, je pense que une des difficultés qu'on a vécues, puisqu'il a monté à 1970, c'est aussi la loi NOTRe qui a modifié le périmètre des agences. On était déjà sur un outil sanitaire qui devait, à partir de 2010, rassembler différentes cultures, hein, la DRAS, la sécurité sociale. Et moi, je suis partisan de cet interlocuteur unique et je pense que sans ce rassemblement de différentes tutelles qui n'a pas existé à l'avènement des ARS de 2009-2010, on aurait été plus en difficulté pour gérer cette crise. La loi NOTRe, avec des territoires qui sont devenus immenses, comme l'a indiqué tout à l'heure Bernard, a quelque part éloigné les territoires, et le véritable territoire opérationnel et fonctionnel en santé des lieux de décision. Et donc, probablement que si on veut améliorer ce fonctionnement des agences et non pas entre guillemets critiquer tout simplement leur édification ou leur institutionnalisation de 2010 en revenant éventuellement sur une autre régulation. Certains les élus préconisent de donner à nouveau dans la santé plus de rôle au préfet. Il y a probablement une réflexion à avoir à l'intérieur des agences et ça renvoie d'ailleurs aussi au système de financement entre les différents échelons de l'agence, entre ce qui se décide dans la métropole régionale, dans la grande métropole régionale, qui est parfois à 200, 250 km des territoires, et les directions départementales qui sont pour le moment souvent des directions descendantes et qui ont peu de leviers pour animer en fait leur territoire de proximité qui est le plus pertinent. Voilà ce que je peux dire sur cette partie-là du débat. Alors, il y a un enjeu en termes d'organisation des soins et de démarche territoriale qui se joue sur le repositionnement des ARS, sur le redimensionnement aussi des ARS pour accompagner les acteurs, les établissements. Il y a un autre pilier clé, et on en a parlé un peu tout à l'heure avec Philippe, sur les GHT. Ils sont là pour faire justement des dynamiques territoriales, c'est dans le T de GHT. Et en même temps, c'est un peu l'hôpital qui parle à l'hôpital sur le territoire, et il y a beaucoup d'autres acteurs sur le territoire qui se retrouvent souvent un peu à côté des dynamiques de GHT, et donc avec des dynamiques territoriales qui restent un peu restreintes. Comment est-ce qu'on peut ouvrir le GHT pour qu'il devienne véritablement un pivot et pas écrasant et pas omnipotent, mais un pivot des dynamiques territoriales? Dans ce que disait Bernard, il y avait aussi une chose finalement qui était de rappeler l'histoire longue des hôpitaux en indiquant que chaque établissement est autonome et qu'il est au départ très lié à la commune. Et évidemment avec une espèce d'émiettement en fait et une absence de coordination déjà dans le tissu sanitaire et hospitalier. Le GHT est une tentative de dépasser cela et d'ailleurs on nous l'a imposé puisque chaque établissement de santé est obligé d'adhérer à un GHT, c'est la loi depuis 2016 et donc on a structuré les autoroutes du service public à travers ces groupements avec un choix qui a été assez original sur le plan juridique. On n'a pas la personnalité juridique, mais il y a des délégations obligatoires dans un certain nombre de domaines. Alors, le problème, c'est que, en fait, il y a le cœur du système dans un GHT, c'est finalement d'essayer sur un territoire qui est d'ailleurs pas défini en termes de dimensionnement, et donc très variable en France, de définir finalement un projet médical partagé sur le territoire. Ça, c'est, je dirais, le cœur du sujet, qui va faire en sorte que les parcours vont peut-être enfin un peu se décloisonner, déjà sur le champ sanitaire. Mais il faudrait bien sûr compléter ça
par des liens avec le secteur médico-social, avec le social. Et là, on a dans la construction GHT, à mon avis, une obligation qui est de prendre les deux versants du GHT, le versant intégratif de la gestion et le versant parcours patient. Il semblerait plus pertinent, si on veut amener le médico-social à réfléchir avec nous sur les parcours, sur un territoire, ou la médecine de ville, de ne pas obliger les gens qui adhèrent à un GHT à aller dans la dimension gestion, qui n'est pas forcément adaptée au secteur médico-social. Et là, ça sera d'ailleurs intéressant d'entendre les collègues de ce secteur, parce que aller dans un système d'information hospitalier très compliqué, aller dans les processus d'achat extrêmement complexes du champ sanitaire pour un EHPAD, quelle va être la valeur ajoutée? Par contre, travailler avec nous sur le parcours, ça me semble vraiment pertinent. Et le fait de pas dissocier les deux enjeux, que la loi oblige de prendre le GHT de manière complète finalement, a fait que dans beaucoup de territoires, en fait, le médico-social, en tout cas les EHPAD autonomes, n'adhèrent pas au groupement hospitalier de territoire. Et à mon avis, ça participe au maintien d'un cloisonnement au sein des territoires entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, même si on crée par ailleurs d'autres outils, encore d'autres outils, pour justement lever cet obstacle. Donc, une des propositions concrètes que je ferais, c'est d'essayer de dissocier le GHT sur gestion du GHT parcours. Je voudrais justement faire réagir les deux qui sont en lien justement avec ce secteur médico-social. Et en effet, une des grandes leçons de cette crise, ça a été la difficulté de faire le lien entre le médico-social, ces EHPAD qui ont pendant longtemps se sont sentis un peu les oubliés, et puis le sanitaire qui était au front et au combat. F. Guillaume, comment est-ce que vous avez ressenti cette période? Je le disais, hein, vous avez en fait, c'était même en février que vous avez eu le premier cas, mais dès mars, vous étiez mobilisé, vous aviez une unité Covid de 17 lits que vous avez mis en place, puis finalement, il y a eu des cas hors de cette unité dans votre EHPAD, donc du coup, c'est l'ensemble de l'établissement qui s'est retrouvé mis en situation de surveillance. Vous avez lutté avec les moyens qui sont les vôtres, très peu. Vraiment, j'enjoins tous les auditeurs à aller regarder les 6 épisodes de votre journal qui sont touchants et très instructifs sur ce que c'est. Et c'est votre premier poste en plus, donc quel baptême du feu. Est-ce que vous avez ressenti une forme d'isolement, et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Fabrice Leburg sur la manière finalement de retrouver un lien avec ces GHT que vous regardiez un peu de l'extérieur? Oui, en fait, on s'est surtout sentis isolés parce que les EHPAD ont mis du temps à être dans les radars de l'État, enfin des ARS. Il y a eu un vrai décalage sur la prise en compte dans les mesures et dans ce qu'on nous demandait d'appliquer des EHPAD. Je prends un exemple très concret, c'est que début mars, quand on a appelé notre pharmacie pour savoir si on pouvait se fournir un minimum en masque, on nous a répondu que les EHPAD ne faisaient pas partie des établissements prioritaires et que du coup les masques ne devaient être utilisés qu'en cas de cas Covid. Alors on avait déjà plein de cas suspects et on n'avait pas de quoi diagnostiquer et de pouvoir prouver que les personnes étaient Covid positifs. Donc l'isolement, il est surtout venu du fait d'avoir l'impression d'être vraiment à la marge pendant un certain temps avant que finalement les premiers cas et les premiers décès massifs arrivent en EHPAD et que finalement on remette le focus sur les établissements. Les coopérations se sont quand même faites avec les hôpitaux notamment. Enfin, on a eu des vrais liens et des choses qui ont été mises en place, ont vraiment fonctionné pendant la crise et montrent qu'il y a des choses qui sont nécessaires de poursuivre dans les coopérations avec le milieu hospitalier. Et effectivement, d'autant plus sur une coopération de parcours. Nous, le vrai soutien positif qu'on a pu avoir, c'est notamment le réseau de soins palliatifs ou la filière gériatrique, qui ont mis en place des astreintes de nuit, qui se sont déplacés en établissement lorsqu'on avait des prises en charge compliquées et qui ont toujours été joignables pour répondre à des questions, voire dépatouiller aussi des problèmes en nous aidant en termes de ravitaillement de matériel, sur de l'oxygène ou autre. Donc, ils nous ont démêlé pas mal de solutions. On a pu aussi faire hospitaliser un certain nombre de résidents lorsque vraiment c'était nécessaire et qu'on ne pouvait pas les garder en établissement. Par contre, on rencontre encore certaines limites dans la méconnaissance du système médico-social par certains acteurs.
Si je prends l'exemple des intervenants en SMUR ou des urgences qui se déplacent en établissement, on a parfois eu comme réponse de certains intervenants, vous êtes aussi bien à l'EHPAD qu'à l'hôpital, on ne fera rien de plus à l'hôpital. Non, en EHPAD, le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on est très peu médicalisé. Moi, dans mon établissement, j'ai un médecin présent 2 jours par semaine. Alors certes, elle était beaucoup plus présente pendant la crise et au moment où on a eu le plus de cas, mais en temps normal, c'est 2 jours par semaine qu'on a un médecin de présent. On n'a pas d'astreinte médicale la nuit, on n'a pas d'astreinte infirmière dans notre situation. Certains établissements sont en train de l'expérimenter actuellement, mais c'est pas généralisé dans tous les établissements. On a en termes d'oxygène des outils qui sont beaucoup moins performants qu'une prise murale à l'hôpital. Donc la surveillance n'est pas la même, la prise en charge n'est pas la même. Et ça vient aussi d'une méconnaissance du fonctionnement de nos établissements, mais aussi d'un manque de médicalisation. Et là, j'en viens à la gouvernance et à la tutelle de nos établissements, c'est que on accueille un public qui est de plus en plus âgé, de plus en plus fragile, de plus en plus dépendant. On accueille aussi un public jeune, parfois qui rentre en établissement à 60 ans, mais avec des pathologies qui sont proches du sanitaire, qui sont notamment des pathologies psychiatriques. Et on a besoin de renforcer nos liens et nos spécificités sur le volet sanitaire. Et aujourd'hui, cette co-tutelle entre les ARS et le département, elle perd un peu de son sens. Et on l'a très bien vu pendant la crise du Covid, puisque seuls les ARS ont été présents pour nous aider, pour nous soutenir, nous ont appelés journalièrement, nous ont apporté du matériel, etc. Alors avec certaines limites par moment, notamment sur le renfort du personnel, parce que l'ARS a dû un peu s'improviser agence d'intérim et que malheureusement ça a pris un peu de temps à se mettre en place. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup plus de soutien de la part de l'ARS sur la mise en œuvre que le département, qui a été quasi absent. Moi, je n'ai jamais eu un appel du département pendant toute la crise pour savoir comment ça se passait. Ils étaient parfois présents à certains points téléphoniques avec l'ARS, mais en plus en point téléphonique avec l'ARS, on avait l'impression que les deux organisations ne communiquaient pas entre elles et ne s'étaient déjà pas mises d'accord sur les éléments qui nous étaient apportés. Donc on venait quand même beaucoup plus pour écouter l'ARS que pour écouter le département. Donc là, ça a vraiment montré ses limites. Alors maintenant, ils commencent à mettre en place des systèmes d'appui et d'aide post-crise, mais c'est vrai qu'on aurait attendu en tout cas leur soutien pendant la crise. Et la spécificité, le fait qu'on ait besoin de médicaliser nos établissements, nous amène aujourd'hui, en tout cas, à revendiquer un peu plus une prise en charge par l'ARS et à être vraiment pleinement rattaché à l'ARS qu'au département. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait le lien aussi avec le deuxième grand axe qui est celui des politiques d'établissement et la manière dont on peut les améliorer. C'est que pour le médico-social, il y a un lien avec le sanitaire plus fort à faire au niveau des GHT, on l'a vu tout à l'heure, au niveau de la tutelle qui peut être associée, et puis au niveau aussi de la manière dont ces EHPAD vont pouvoir eux-mêmes mieux s'orienter autour d'approches associées au sanitaire. C'est souvent des lieux qui sont des lieux de soins, c'est pas des lieux de recherche, c'est pas des lieux de consultation avancée, et vous plaidez, et c'est une des clés d'ailleurs, une des propositions que vous allez faire sur la plateforme contributive, si elle n'est pas faite déjà, pour la mise en place, et je trouve ça très intéressant, d'EHPAD universitaires, c'est-à-dire d'EHPAD qui deviennent véritablement des centres d'excellence. Acquérir cette dimension-là, c'est le lien que vous allez avoir avec les autres, mais c'est aussi la manière dont l'EHPAD lui-même devient un lieu d'excellence en matière de soins, de recherche, de consultation. À quoi correspond cette idée d'EHPAD universitaire et en quoi il vous paraît essentiel au sortir d'une crise comme celle que l'on vient de vivre? C'est là où le lien doit se faire avec l'hôpital, puisque le but n'est pas de faire des EHPAD universitaires à côté des CHU, mais de le faire en étant un peu comme une antenne parallèle des CHU. Aujourd'hui, les EHPAD qui sont rattachés aux hôpitaux ont directement accès, notamment à pouvoir faire venir des internes pour avoir une capacité d'enseignement aussi en milieu des EHPAD. Dans les EHPAD autonomes et dans les autres secteurs, c'est aujourd'hui pas le cas. On a besoin de renforcer la recherche dans le secteur de la gériatrie et de la prise en charge en gériatrie, sur l'accompagnement des personnes âgées et sur l'avenir de l'accompagnement des personnes âgées. Et ça doit se faire avec un lien avec la recherche. Aujourd'hui, ce lien, il existe peu, déjà parce que les intervenants qu'on a médicaux dans les établissements ont rarement un volet recherche. C'est des médecins généralistes, parfois des gériatres, mais qui n'exercent pas en parallèle avec un poste où ils ont une fonction recherche ou enseignement à l'université. Et ça, c'est quelque chose qui manque.
manque et on n'a pas cette culture-là dans les EHPAD, cette culture d'évaluer, cette culture de proposer des choses sur lesquelles on puisse faire de la recherche derrière. Alors, il y a les gérontopoles qui commencent à se développer de plus en plus. Nous, on a le Gérontopole Île-de-France et on essaye de s'associer un maximum à leur projet parce qu'on voit justement le bénéfice. Mais je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut réussir à mettre en place. Aujourd'hui, il y a les infirmiers de pratique avancée. Pourquoi pas demain des infirmiers de pratique avancée en EHPAD qui font de la recherche sur la prise en charge de la psychiatrie vieillissante, sur la prise en charge de nos aînés, des personnes Alzheimer et autres en établissement. On a aussi nos psychologues qui pourraient faire des choses. Donc, il faudrait favoriser ce travail de recherche qui, aujourd'hui, est complètement inexistant. Et je pense qu'aussi les EHPAD doivent devenir des terrains de stage à part entière. Ils le sont pour les paramédicaux, ils ne le sont pas pour les médicaux. Et je pense que si on veut rendre attractif le secteur du médico-social, il faut qu'on aille vers ce processus. Avec quasiment, même vous le dites, des consultations avancées qui peuvent avoir lieu dans les EHPAD, pas pour les résidents, mais pour des gens qui viennent dans des régions ou dans des zones où elles sont peu Oui, il y a cette possibles. idée d'avoir il y a cette idée d'avoir un EHPAD de ressources, notamment si on renforce le côté médical des établissements, notamment dans des secteurs où il y a une désertification médicale. On pourrait tout à fait imaginer pouvoir avoir de la consultation avancée qui se fait à l'EHPAD, même pour la population générale. Et là, on en vient aussi à la question du Ségur, c'est que le Ségur ne doit pas s'arrêter à être un Ségur de l'hôpital public, mais aussi à repenser l'ambulatoire et la ville. Et je pense que les EHPAD peuvent avoir ce rôle-là, d'être à la fois ressources sur la prise en charge médicale des aînés et peut-être aussi un peu plus largement sur leur territoire lorsqu'elles sont dans des lieux isolés. Il y a néanmoins un point qui reste un angle mort dans tout ce qu'on est en train de se dire. C'est, on l'a bien vu tout à l'heure avec Fabrice, quand il disait, il faut dissocier dans le GHT l'aspect gestion d'établissement qui se fait entre les acteurs du GHT et puis les politiques de coopération, les parcours patients auxquels on peut associer des acteurs du médico-social qui sont pas dans le GHT. Donc vous pouvez à ce niveau-là vous intégrer, mais vous avez aussi, vous aussi, des enjeux de gestion de moyens, de gestion à l'échelle de vos établissements. Et on a vu que quand on est un petit EHPAD, et même un grand EHPAD, puisque vous êtes pas un EHPAD d'une certaine taille, et qu'on est seul dans l'œil du cyclone, gérer, trouver les moyens, trouver les personnels, quand on est seul, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a une possibilité finalement d'améliorer et de trouver un cadre de gestion amélioré pour vous, sans que vous rattachiez à un GHT et y être écrasé pour autant, qui fasse un peu union, où l'union ferait la force? Oui, je pense qu'aujourd'hui, le modèle de l'EHPAD autonome de 60 ou 80 lits, seul contre tous, c'est très compliqué et on l'a bien vu aussi pendant la crise. On a dû faire des alliances. Au-delà des EHPAD, on a beaucoup travaillé aussi avec le secteur du handicap. Sur des structures qui étaient fermées, on a du personnel qui est venu en renfort sur le service des EHPAD et on a réussi à mutualiser des moyens. Voilà, aujourd'hui, il y a une nécessité de pouvoir avoir certains métiers qu'on ne peut pas avoir dans les EHPAD. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un ingénieur qualité à temps plein sur un EHPAD de 80 lits, avoir un groupement de coopération sanitaire sur un territoire qui est pertinent, qui n'est pas forcément à l'échelle du département, mais qui a une pertinence au niveau local et au niveau du bassin, permet justement de pouvoir recruter sur des temps pleins des métiers très spécifiques qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui. Donc, ça peut être aussi des psychologues du travail, des assistantes sociales. Et puis, on l'a vu aussi avec le Covid en faisant venir certains métiers spécifiques du secteur du handicap, qu'il y a beaucoup de métiers auxquels on n'avait pas accès en EHPAD et qui seraient pour autant très pertinents dans nos établissements. Et donc, je pense qu'il faut aussi qu'on développe tout ce volet-là, pouvoir avoir accès à des orthoptistes, voilà, à des métiers vraiment très spécifiques qui aujourd'hui sont très présents dans le secteur du handicap et pas du tout ressources dans les EHPAD. Il y a la question aussi des achats, il y a la question, voilà, je pense que chaque groupement peut, en fonction des établissements, de ses spécificités locales, tirer un peu des compétences qu'elles pourraient mettre en commun, ce que font déjà beaucoup d'établissements dans beaucoup de territoires. Maintenant, la question, elle est de pouvoir rester aussi autonome au niveau des établissements et de pouvoir trouver une structure où on mutualise des compétences tout en gardant l'autonomie sur nos établissements, un peu sur le modèle des intercommunautés aujourd'hui pour le territorial.
Je voudrais me tourner vers Cathy Leroy, à Blois, parce que Blois, alors vous, en tant que directrice des soins à Blois, vous gérez, vous accompagnez les EHPAD un peu de ce pôle hospitalier. Ils sont au nombre de 6. Ils ont aussi traversé la crise, hein. Vous avez eu la vague, vous avez eu vous adapter. Vous avez eu, je crois, une quinzaine de cas parmi les résidents et une quinzaine de cas parmi le personnel pendant cette crise-là. On va venir sur la manière de dynamiser un peu les EHPAD, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous travaillez beaucoup avec les établissements. Vous leur dites souvent allez-y, osez. C'est une grande phrase, donc ça dit bien ce que ça dit. Avant ça, je voudrais vous faire revenir d'un mot sur ce que disait Fabrice tout à l'heure sur l'enjeu finalement et les manières d'associer les EHPAD peut-être mieux au GHT. Alors vous avez des EHPAD dans le GHT, mais il y a des EHPAD qui sont aussi hors du GHT. Comment est-ce qu'ils peuvent, eux, être mieux associés finalement s'appuyer sur le GHT? Et puis est-ce que, comme le dit Ève Guillaume pour vous, il y a un intérêt finalement à sortir de la double tutelle pour passer sur une tutelle ARS complète? Vous nous entendez? Ah, on a perdu Blois. Allô? Ah, on a perdu Blois, on a perdu Cathy. On va la récupérer rapidement. Le temps de récupérer Cathy Leroy. Du coup, je vais me tourner, je vais revenir en Charente-Maritime. Est-ce que la Charente-Maritime est avec nous? Parce qu'il y a une question. Cathy Leroy, vous êtes là? Non, elle est bloquée. Il y a une question intéressante qui a été posée par les internautes et qui revient finalement, qui complète ce que dit un peu Ève. Est-ce que finalement, Fabrice, l'hôpital de proximité ne serait pas le pivot attendu de la coopération entre le social et le médico-social, celui qui serait capable de faire le passage et d'effacer les frontières entre médico-social et social? Alors, on en parle beaucoup de cet hôpital de proximité, hein. Tout le monde l'invente un peu dans son coin. Est-ce que pour vous, et sous quelle forme il pourrait être ce pivot? Je crois que ce qui existe aussi et qui fonctionne, hein, et qui va aussi dans la vision universitaire dont a parlé tout à l'heure Ève, c'est de structurer une filière gériatrique sur un territoire. C'est-à-dire le parcours de la personne âgée, il y a l'EHPAD, il y a parfois, il faut l'éviter le plus possible, les urgences, il y a la gériatrie aiguë qui peut être en hôpital de proximité, mais aussi dans un grand centre qui a des activités de proximité. Il y a le temps du diagnostic, l'hôpital de jour, où on va rencontrer un médecin, on va voir un certain nombre de personnes qui vont faire un certain nombre de tests, on va passer une IRM. Il y a le temps d'éventuellement de créer des liens et d'avoir un diagnostic qui croise la vision du gériatre, la vision du psychiatre. Et donc ça, cette filière gériatrique, elle peut en fait mener à dépasser les établissements, qu'ils soient de proximité, de recours ou l'EHPAD. Et ce qu'il faut construire sur un territoire, c'est la filière et que les acteurs qui gèrent tous les moments d'un parcours d'un sujet âgé aient des lieux de rencontre, de travail en commun, de protocoles, de formation commune. Et c'est ça qui fera le lien de l'EHPAD jusqu'au CHU. Euh, alors oui, l'hôpital de proximité est sûrement dans ce continuum un point très important parce qu'il va associer probablement un petit service d'urgence, des lits de médecine aiguë, des soins de suite et probablement des EHPAD qui sont aussi rattachés à la structure juridique et donc et la ville. Et donc il peut aussi faire naturellement des ponts avec les EHPAD du territoire, même ceux qui sont autonomes. Par rapport à ce que disait Ève, deux remarques, je pense, qui iront dans le bon sens sur le long terme. La, la spécialité gériatrie en CHU est pas forcément une spécialité qui est extrêmement puissante, même si aujourd'hui on a un test de gériatrie qui s'est mis en place. Historiquement, c'est dans les équilibres des CHU, c'est pas forcément la spécialité qui est mise en avant, à la fois par les doyens, par les présidents de CME, les directeurs généraux, et c'est une spécialité, on va dire, jeune dans la bataille universitaire.
Certains d'ailleurs gériatres sont issus d'autres spécialités, la médecine interne, voilà. Ce qui est très important, me semble-t-il, c'est ce qui est en train de se passer sur l'enseignement de la médecine générale, avec en France des professeurs de médecine générale, des chefs de clinique de médecine générale, et il faut pas oublier que concrètement, ce sont les généralistes aussi qui font vivre le médical dans les EHPAD. Et la structuration d'un enseignement très différent et en médecine générale en France, avec une médecine générale qui devient une médecine générale universitaire reconnue, peut, à mon avis, favoriser dans les années qui viennent la dynamique que souhaite et qu'appelle de ses voeux Eve dans sa présentation. L'HAD aussi, qui est souvent supporté par un hôpital puissant, pas par l'hôpital de proximité, peut avoir un rôle d'appui très important aussi pour les EHPAD, en particulier dans ces crises, pour médicaliser ces structures qui manquent de médecins. Alors, le pilotage pour l'offre de soins, c'était déjà qu'on puisse se repositionner clairement en faisant confiance aux acteurs qui peuvent être force de proposition. Donc, avoir aussi un pilotage qui va permettre d'offrir une autonomie de travail, une autonomie de prise de décision, notamment pour en ce qui concerne les directeurs de soins, respecter leur autonomie, respecter leur prise de décision et puis être en étroite articulation avec les politiques qui sont travaillées et qui sont proposées. Alors, les attentes pour les politiques d'établissement, c'était de pouvoir insuffler et redonner un certain sens à l'exercice professionnel, redonner sens et redonner une attractivité dans les métiers qui sont en présence, redonner sens au travail collectif, redonner sens dans le lien du travail ensemble, dans le respect de chacun, au respect de leurs compétences, dans le respect de leur expertise. Et comme je disais tout à l'heure, dans un climat de confiance. Donc, donner sens dans cette intelligence collective qui nous a permis de nous mobiliser au moment de la crise avec des exercices d'apprentissage collectif. C'est pouvoir aussi réinvestir une juste place pour chaque acteur et puis que la politique d'établissement traduise un cap, qu'elle traduise une dynamique de travail en s'appuyant sur les professionnels en place, en s'appuyant sur leurs propositions, en faisant preuve d'une certaine agilité, ce qui a été démontré au moment de la crise, être agile pour rebondir, s'adapter, anticiper, proposer. Je crois fortement aux mesures aussi qui ont pu être mises en place dans certaines régions, parfois moins impactées par la crise, mais qui ont fait preuve d'intelligence collective, comme je le disais, en expérimentant aussi les possibles, en explorant les champs du possible dans le cadrage qui était donné au travers des recommandations. Redonner sens pour une politique d'établissement, c'est aussi s'inscrire dans une temporalité qui, à mon sens, est complètement réinterrogée, puisque le secteur de la santé a été soumis à de très multiples et nombreuses réorganisations, modifications, et redonner le sens aux acteurs, c'est de les inscrire dans cette temporalité des actions. Et qu'on leur donne aussi le temps de réfléchir pour inscrire des actions dans cette durabilité. Alors, une reconnaissance forte pour les personnels, reconnaître leur expertise, reconnaître leur qualification. C'est aussi, si je prends l'exemple des directeurs des soins, que j'exerce depuis quelques années, je dirais que le directeur des soins n'a plus de preuves à faire. C'est une troisième carrière, ça s'inscrit dans une lignée qui s'est construite sur une expertise, des expériences, des compétences qui ont été éprouvées au travers de concours nationaux. C'est aussi, à un moment donné, une valorisation salariale, indiciaire, statutaire. C'est redonner cette dynamique
réinvestir fondamentalement une place. On l'évoque au travers du Ségur, le directeur des soins aurait tout à fait cette place à avoir dans un trio de professionnels. Et une reconnaissance au sens large aussi pour les professionnels de santé, c'est de reconnaître leurs compétences au regard aussi de responsabilités qui sont attendues, qui sont retrouvées dans des décrets de compétences. C'est aussi les remobiliser en ce sens et de les réengager avec le sens des responsabilités, le sens des valeurs professionnelles, au service d'une politique populationnelle. C'est ce en quoi le directeur des soins, si je fais une focale par rapport à notre métier, il est engagé, il insuffle une vraie vision soignante, il amène des éléments éclairés qui permettent de prendre une prise de décision. Et je pense que de redonner une vigueur par rapport à des revalorisations professionnelles, c'est aussi les réengager dans une dynamique d'évolution en termes de carrière, pour répondre aussi à des besoins de politique publique et politique populationnelle. Mais je voudrais du coup passer sur l'autre aspect clé qui est celui de ces politiques d'établissement, c'est celui de la gouvernance. Alors, Corinne le disait tout à l'heure, est-ce que c'est véritablement l'enjeu qui a été posé? Est-ce que c'est véritablement autour de la gouvernance? Est-ce qu'il faut refonder cette gouvernance? Ou est-ce que, comme le disait Édouard Philippe, ça va être moins des questions de gouvernance que de management qui vont devoir être posées à l'intérieur du Ségur? Bernard Dupont, si vous êtes encore avec nous, est-ce que pour vous, cette gouvernance a montré ses limites? Et si oui, quelles limites lors de cette crise du Covid? Et quels sont les axes clés pour la faire évoluer? Est-ce qu'il faut redéfinir le rôle de chacun, le pouvoir, le territoire de compétences des uns et des autres? Ou est-ce que c'est pas forcément là que ça se joue pour vous? Enfin, plutôt que la gouvernance, je dirais plutôt que c'est le débat sur la gouvernance qui a montré ses limites. Il y a une gouvernance dans les établissements hospitaliers qui finalement n'a pas tant changé que ça au fil des réformes. Il est de bon ton de dire que la loi HPST a donné tout le pouvoir au directeur. Comme je suis un vieux directeur et que j'ai connu beaucoup de réformes, j'ai pas eu l'impression que les choses aient été renversées par telle ou telle réforme. On est quand même beaucoup sur des relations entre des hommes, des femmes, des professionnels, des directeurs, des médecins, des pas médecins, bon voilà. Et c'est quand même beaucoup la qualité que les hommes ou les femmes savent donner à leurs relations qui compte dans cette affaire-là. Et peut-être, moi, si on veut dépasser le débat sur la gouvernance, c'est le débat sur les objectifs qu'on donne à l'établissement. On voit bien que dans la crise, finalement, la discussion a dérivé. Si je prends l'exemple du Sud-Nancy, discussion jusqu'au 6 mars, c'est fermeture de lits, y compris de réanimation, sous la pulsion forte de l'ARS, dans la ligne droite des Copermo. À peu près le même jour ou la veille ou l'avant-veille, la question était déjà prendre en charge des malades, éventuellement venant de Mulhouse, Corinne, pour faire face aux premières vagues de Covid. Et dans cette discussion, on a bonifié à Nancy la qualité des relations qu'on avait entre le président de CME, le représentant de sa communauté, et les directions. Le fonctionnement en binôme sur chacun des projets. À chaque fois, il y a un directeur, il y a un médecin, il y a parfois souvent un trinôme avec les soignants. Enfin, ce travail en commun sur les objectifs partagés. Et ça, je crois que plutôt que de se donner comme objectif la poursuite du taux de marge brute, se donner comme objectif un bon fonctionnement avec une association des différents professionnels de l'hôpital sur les objectifs partagés, sur des logiques de projet, et quelque chose qui fera dépasser la discussion sur la gouvernance, le management. Ça a été comment dire, une des préoccupations, l'une des réformes des années 90, si je me trompe. Ça commence à faire vieux. Et depuis, on est quand même sur une réforme de type tableur Excel. Et ça, je crois que c'est sans doute une des causes de ce débat éternel directeur-médecin. Quand on regarde comment fonctionnent les hôpitaux militaires, les CLCC, on voit qu'on a des médecins qui sont à la tête, certains en uniforme, d'autres pas, mais pour autant, ils sont tout aussi critiqués, bien que médecins. Parce que finalement, ils appliquent une politique avec des contraintes. Et c'est finalement ça qui fait la différence. La question de la gouvernance,
Le sens est plutôt quel est le sens qu'on donne aux missions et effectivement aux moyens. Corinne le disait tout à l'heure, dans la période de la crise, les moyens n'ont pas été comptés. Et finalement, le fait que les moyens n'ont pas été comptés, ça élimine une part des difficultés. Hein. Donc ça, je crois que c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Je trouverais dommage que le Ségur accouche d'une réformette sur gouvernance, management, etc. Par contre, qu'on se donne les moyens d'alléger les procédures, d'alléger les structures, de faire en sorte qu'on puisse associer, sans tomber dans une comitologie épouvantable, l'ensemble des professionnels à leur avenir, à l'avenir des établissements. Je pense que c'est pas tomber dans un monde de bisounours, c'est tomber dans une structure qui sera réellement plus efficace. Et je pense même qu'économiquement, on devrait s'y retrouver. Ça, c'est là-dessus. Donc, il faut dépasser le débat sur la gouvernance. Juste là-dessus, je relais un commentaire d'internaute et je poserai la question très rapidement à vous et à Corinne d'un mot. L'internaute dit bravo pour la qualité de votre travail pendant cette crise à tous. Le combat sur ces irritants et ces fameux irritants de gestion qui vous mettent dans des postures de tableau Excel un peu au quotidien, est-ce que c'est un des leviers ces irritants du monde d'après, et si vous n'aviez qu'un de ces irritants à réformer, à retirer, lequel ça serait? Très rapidement, Corinne et Bernard, s'il y avait un de ces irritants, une de ces épines qu'il fallait vous enlever du pied de votre gestion au quotidien, ça serait laquelle? De structures auxquelles on doit... Oui, c'est Corinne. Je dirais les multiples structures, les multiples contrôles auxquels on est confronté, qui nous mangent une énergie et un temps assez considérable, qui nous obligent effectivement à cibler plus des réponses techniques que des sujets de fond sur l'organisation des soins. Et je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Bernard, c'est que ce qui a bien marché dans cette période-là, c'est que on était tous en ligne pour répondre à une même problématique et essayer de trouver des solutions de terrain avec les gens de terrain, sans se poser les questions qui nous opposent traditionnellement. Alors pas dans le fond, parce que je pense que quand on travaille à l'hôpital, on a tous la même envie d'apporter une offre de soins de qualité à la population, mais c'est vrai que le carcan dans lequel on est, alors le carcan financier bien entendu, le carcan des objectifs financiers, les plans de retour à l'équilibre, les contrôles, les multiples structures de certification, alors de compte, de qualité, de tout ce qu'on veut, de T2A, ça mange une énergie et ça mange, je dirais, beaucoup de temps, qui est du temps qui nous manque finalement pour travailler ensemble sur des sujets de fond qui sont ceux de quelle offre de soins veut-on apporter, comment veut-on amener cette offre de soins vers la population, comment on peut travailler ensemble pour pas gaspiller ou avoir des structures redondantes, des vrais sujets. Je crois pas que sur le fond les médecins et les directeurs soient opposés sur l'objectif, c'est simplement que les contraintes des uns et des autres ne sont pas les mêmes et c'est là où les problèmes de divergence peuvent apparaître avec des espèces de clichés qui se traduisent peut-être par moments sur des sujets de gouvernance. Moi, je pense pas que le sujet soit la gouvernance. Je pense que le sujet, c'est comment on allège en fait toutes ces structures administratives ou technocratiques qui nous plombent, y compris nous les directeurs, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Ouais, je voudrais profiter parce que le temps passe et il nous reste une dizaine, quinzaine de minutes pour aborder les derniers sujets. Ils sont importants. Si Cathy Leroy est de retour avec nous par téléphone, est-ce qu'elle est avec nous par téléphone? Non, elle n'est pas avec nous parce que la place des directeurs de soins dans la gouvernance, c'était pas une mince affaire, mais bon, elle est plus avec nous. Elle va peut-être revenir. Il y a un vrai enjeu, peut-être d'un mot pour parler au nom d'elle, Bernard Dupont aussi, à faire en sorte qu'il y ait une gouvernance qui soit plus triangulaire et que ce soit pas une gouvernance simplement médecin, administration, mais que le monde soignant, qui est tout de même un pilier très important de l'hôpital, ait véritablement une place dans un triangulaire. Tout à fait. Moi, je crois que on parle beaucoup de la gouvernance des directeurs médecins. On oublie quand même, ne serait-ce que toutes les professions infirmières ou de niveau infirmière, les soignants globalement, qui constituent quand même l'essentiel de l'hôpital et qui ont aussi, savoir-faire. Au passage, j'observe que l'absence des représentants des infirmiers au Ségur risque quand même d'être préjudiciable à la réflexion. Mais
l'implication des directeurs des soins, des représentants des cadres soignants dans la gestion est un élément essentiel. C'est pas négligeable et c'est tout à fait complémentaire du savoir-faire des médecins, des directeurs, des gestionnaires en général. C'est vraiment important de les mixer dans la gestion. Oui, je crois que ça a été très... Oui, Non, oui, pardon, Corinne. j'allais dire, je confirme, je crois que le rôle des soignants et de l'encadrement soignant, en tout cas moi quand je vois sur la gestion de crise à Mulhouse, a été extraordinaire. Enfin, je veux dire, ça a été nos relais, parce que entre ceux qui décident, je veux dire, collégialement d'un certain nombre de stratégies à mettre en place et ceux qui la mettent en œuvre, il faut quand même rendre ce coup de chapeau à nos cadres soignants, nos directions des soins, nos cadres sup, bien sûr aux équipes professionnelles, mais ça se pilote, je veux dire, et ça s'organise, parce que c'est facile de dire on transforme c'est facile de dire on veut transformer des unités de soins. Concrètement, il faut bien voir qui l'a fait, et qui l'a fait, ce sont les directions des soins, les cadres sup, les cadres soignants, en mobilisant le personnel, en les repositionnant ici et là en fonction des compétences, en formant, en accompagnant, en étant vigilant. Donc, c'est vrai que ce que dit Bernard est très juste, c'est que il faut pas oublier les soignants dans ce débat-là, c'est eux qui font très largement tourner la boutique, hein. Dernier point, mais point important, essentiel, c'est évidemment la reconnaissance des personnels. Et cette reconnaissance, ça va être probablement l'une des plus grandes attentes de ce Ségur de la santé, avec des revalorisations salariales pour l'ensemble des personnels qui sont attendus. Et avec aussi une question qui est, est-ce que finalement, c'est bien d'avoir de l'argent, c'est même très bien d'avoir plus d'argent, de remettre à niveau les salaires. Est-ce que derrière cet effet d'aubaine, il n'y a pas plus à penser en termes de compétences, en termes de carrière, en termes de métier de l'hôpital? Bernard Dupont, vous dites, on peut pas s'arrêter au chèque, pour le dire de manière un petit peu schématique. Quels sont les enjeux qu'il y a derrière cette revalorisation salariale à prendre en compte et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas oublier, qu'on pourrait oublier? Moi, au préalable, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je pense que le chèque est nécessaire, hein, indispensable. On peut discuter du niveau, mais quand même, il est nécessaire. Si on s'arrête là, par contre, on oublie le fait que les professions infirmières, elles sont finalement calibrées sur ce qu'était la différence entre les médecins et les infirmiers il y a près de 30 ou 40 ans. Et on n'a pas évolué en France, contrairement à d'autres pays, sur le développement de fonctions, de métiers intermédiaires entre la fonction infirmière de base et la fonction médicale. Les spécialités infirmières ne jouent pas ce rôle. Et on voit bien que, alors même qu'on a des problématiques de démographie médicale, on utilise parfois des médecins, des actes qui pourraient être faits par des infirmiers qui auraient une qualification complémentaire. Quand vous êtes dans l'armée, vous avez un métier de base, et puis vous passez des brevets qui vous donnent des qualifications et qui vous permettent d'ailleurs de monter dans la hiérarchie, d'avoir des rémunérations meilleures. Je ne suis pas pour copier l'armée, mais je me dis qu'on pourrait imaginer qu'à partir d'une formation infirmière de base, eh bien, des formations complémentaires adaptées permettent à des infirmiers d'exercer des fonctions, soit sur les maladies chroniques, soit sur des activités techniques particulières, et qui soient traduites par des rémunérations, par une part d'autonomie, qui rendrait ces professions plus intéressantes, plus attractives, et qui permettrait de pallier peut-être des activités qui ne peuvent plus être couvertes par des médecins et qui correspondent mieux aux besoins de notre population, le vieillissement, les déserts médicaux et la prise en charge et l'organisation d'un certain nombre de services soignants. Je crois qu'il faut aller au-delà de la simple rémunération, de l'augmentation de cette rémunération, même si c'est nécessaire. D'un mot, Fabrice, est-ce que vous partagez aussi le fait que derrière ces enjeux salariaux, il y a des questions de carrière et de compétences qu'il faut reposer aussi sur la table lors de ce débat-là? Ah, on vous entend, on vous voit, mais on vous entend pas. Peut-être un micro qui s'est arrêté. Le micro fonctionne. On vous voit et on vous entend. On vous voit et on vous entend. Est-ce que c'est bon là? C'est bon, c'est bon. Ah, par exemple, on a des infirmiers aujourd'hui qui se sont positionnés après une longue formation sur la réalisation d'échographies.
Cette activité permet de faire gagner du temps aux cardiologues et de repositionner le temps médical sur des activités plus complexes, et permet aussi, par exemple dans la filière AVC, d'avoir en interne un volume d'échographie plus important, réalisé plus rapidement au sein d'un établissement de santé. Et bien, une infirmière qui fait ce détour de formation important, elle n'a aucune reconnaissance salariale par rapport à cette formation. Je dirais même plus, elle va travailler en journée, elle ne fera plus un certain nombre d'indemnités de suggestion qui lui permet d'avoir des primes. Elle va gagner moins après avoir travaillé 2 ans, 3 ans pour se former et avoir obtenu des compétences spécifiques. Et donc c'est vrai que malheureusement, en 28 jours, on va pas pouvoir, je dirais, travailler sur peut-être à fond sur un certain nombre de sujets qui permettent de remettre au cœur de notre statut la valorisation d'un certain nombre de compétences et de l'évolution des métiers, mais on peut peut-être pointer un certain nombre de chantiers pour ensuite les travailler sur du plus long terme. Et très clairement, il faut aller vers cette reconnaissance d'un certain nombre de compétences spécifiques pour le métier des infirmiers. Il nous reste très peu de temps, il nous reste 3 minutes à peu près. Très rapidement, les uns les autres, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous voudriez que ce Ségur, quelle serait la clé de réussite, je dirais, de ce Ségur de la santé pour vous, les uns les autres, et qu'est-ce que vous voudriez qu'il ne soit pas au final? Parce que ça dit les choses assez clairement. Très rapidement, les uns les autres. Alors, il n'y a pas de table, donc il n'y a pas de tour de table, mais commençons par Corinne. Qu'est-ce que vous craignez qu'il puisse devenir et qu'est-ce que vous espéreriez le plus voir ressortir comme dynamique, hein, pas forcément comme mesure, comme dynamique, comme entrain de ce Ségur de la santé? Ce que je n'aimerais pas, c'est une espèce de cacophonie où chacun vient exprimer ses revendications et que finalement il n'en sorte rien, ou plutôt une espèce d'éparpillement et un patchwork de propositions qui seront, je dirais, officiellement toutes issues du Ségur, mais qui ne nous permettraient pas d'avancer. Ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à poursuivre un peu ce qu'on a entendu pendant toutes ces semaines, à savoir valoriser la place et le rôle de l'hôpital public, mais en lui redonnant son sens dans le territoire, son sens dans le soin, son sens dans la complémentarité, dans l'attractivité. Là, on vient de parler de carrière. Moi, je crois qu'effectivement, on est à un croisement de chemin où il faut accepter de reconnaître des compétences, parce que le temps que les ressources médicales reviennent au niveau souhaité, je pense qu'on aura très largement passé la phase critique. On sera peut-être déjà en coma dépassé, pour dire les choses plus trivialement. Et je crois que les sujets de pratique avancée, de reconnaissance de spécialité chez les soignants sont des sujets essentiels qu'il faut traiter pour rendre de l'attractivité à nos métiers à l'hôpital. Et je dirais régler les problèmes de fond de rémunération et d'échelonnement de carrière plutôt que de les traiter par des primes multiples et variées qui polluent la vie de tout le monde, qui nous obligent à faire des espèces de distorsions permanentes, alors qu'on aurait peut-être effectivement à réfléchir au déroulement de carrière et à indemniser mieux les surspécialités que les uns et les autres acceptent de suivre pour répondre à des carences dans le système hospitalier. Bernard Dupont, d'un mot, comment vous Écoutez, voudriez je crois que 3 mots. Pardon. Responsabilité territoriale. Je souscris à ce que vient de dire Corinne sur les transformations des métiers. Peut-être un focus sur une meilleure égalité des rémunérations des médecins, notamment, entre le public et le privé. Le différentiel actuel est délétère. Et 3e mot sur le management, réfléchir le management non pas comme la prise de pouvoir, mais un pouvoir collectif, une préoccupation collective sur des projets communs. Ève Guillaume. Comme ça a été dit, moi j'ai peur que le Ségur soit parfois trop médico-centré, à l'image d'ailleurs de la constitution des groupes de travail actuellement, et qu'on en oublie un peu justement les professions paramédicales qui ont vraiment besoin d'une revalorisation, avec un accent qui soit mis effectivement sur les pratiques avancées et sur la valorisation du parcours paramédical, et notamment de la place des paramédicaux dans la gouvernance, comme ça a été dit avant. Et évidemment qu'on n'oublie pas aussi la place du médico-social dans le champ de la santé. Et qu'on ne traite pas seulement l'hôpital public, mais qu'on traite aussi la réorganisation au niveau de la ville et du secteur médico-social.
et Fabrice Leburg, votre Le risque, crainte c'est ce et qu'a votre dit Corinne, hein, c'est que voilà, le ministre de la Santé, on est sous pression de l'ensemble des catégories du système. Donc le risque, c'est ça, c'est qu'on fasse un tour de piste et puis qu'on concerte tout le monde et qu'on n'arrive pas à de mesures fortes. Je pense que la crise sanitaire nous montre qu'il faut reconstruire un système de santé publique dans notre pays, que le service public n'est pas qu'un coût et il faut absolument qu'on arrête d'avoir des travailleurs pauvres à l'hôpital. Donc je crois que si on arrive déjà à faire ces trois choses-là, mettre sur les rails une vraie réflexion de santé publique dans le pays, retrouver des forces sur l'épidémiologie, retrouver, je dirais, de la force et de la légitimité en tant que service public, et puis traiter la situation sociale de travailleurs pauvres à l'hôpital, je crois que ça sera déjà bien. Merci, merci beaucoup, merci à vous tous, en espérant du coup que ce Ségur ne sera pas un faux semblant, ne sera pas une opportunité ratée, mais sera véritablement une chance pour avancer. Je vous remercie à vous tous d'avoir participé, et à vous tous de nous avoir suivis, et rendez-vous peut-être sur l'après-Ségur et sur ce monde d'après, ce temps d'après qui va s'écrire. Merci à vous. Très bien. Ah, très bien.